Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et ultime vidéo review sur les derniers épisodes de la saison 2 de Star Wars Andor, la dernière série live de Disney+ et de Lucasfilm. Les 3 derniers épisodes donc extrêmement attendus d'une série extrêmement attendue et qui va énormément nous manquer, vous en doutez bien, puisqu'avec ces 3 épisodes, la série confirme son statut de meilleure série live-action de Star Wars et surtout meilleure œuvre Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, complétant ainsi la trilogie que j'appellerais Gilroy-esque, donc du nom du showrunner des 2 saisons et des reshoots de Rogue One, faisant de cette trilogie-là la meilleure trilogie live-action Star Wars, exactement comme je l'avais dit avant, avec toutes les qualités évidentes des saisons et du film, sans pour autant être dénué de défauts. Et pour cette ultime review, je vais organiser ce podcast en 3 parties. En premier lieu, je vais faire la critique et l'analyse de ces 3 derniers épisodes. Dans un second temps, je vais faire un bilan général de la série et de cette épopée avec Andor. Et enfin, dans un troisième temps, on parlera un peu plus de l'avenir de Star Wars et de l'enjeu qu'a Andor dans l'écosystème de Lucasfilm. On a dans un premier temps l'épisode 10 qui se concentre sur la conclusion de l'arc de Luthen, ce superbe personnage qu'on aura suivi donc sur 22 épisodes. Un épisode qui va donc se focaliser sur la récolte d'informations et sur son ultime acte de bravoure pour la rébellion, en l'occurrence la discussion qu'il a avec l'agent infiltré du BSI est encore une fois extrêmement bien écrite pour monter en tension tout le long des révélations, alors qu'on est face à une ironie dramatique étant donné que nous, spectateurs et fans de Star Wars, on sait que toutes ces informations ont un rapport avec l'étoile de la mort, et quand bien même on sait tout ça, la tension ne fait que monter crescendo dans la discussion, dans le dialogue, et évidemment pour aboutir à cet enjeu de savoir si le jeune infiltré va s'en sortir ou non, non pas par les impériaux, mais par Luthen, et avec un plan magnifiquement bien composé et qui survient extrêmement bien suite à la discussion. On a ce plan donc de l'agent assis sur le banc, et là, il bouge plus, il est de dos au loin, on sait exactement ce qui s'est passé. Et ça c'est extrêmement fort parce que connaissant Luthen, connaissant les enjeux de ces discussions-là, quand on a ce plan-là très très large où on voit vraiment le banc très éloigné du cadre avec le jeune qui ne bouge plus, automatiquement on comprend l'état d'esprit de Luthen, ce qui s'est passé et malheureusement le drame qui vient de se produire sur ce simple banc. S'ensuit ensuite évidemment la fuite de Luthen puisque après avoir récolté ces informations, il souhaite partir. Malheureusement et inévitablement, il se fait rattraper par le BSI, par Dedra Meero, dans une scène encore une fois extrêmement jouissive et extrêmement satisfaisante à regarder, surtout pour Dedra qui la recherche depuis maintenant 2 ou 3 ans, et malgré toutes ces années, on la voit, elle le met dos au mur, elle jubile, donc elle va à la rencontre de Luthen dans son propre magasin, et le confronte sur les équipements qu'il avait volés il y a de ça plusieurs années dans la saison 1, et forcément j'ai trouvé cette scène ultra prenante, ultra grisante, et on a Luthen et Dedra qui se répondent au tac au tac. On sent que les deux, ils sont déterminés chacun dans leur cause. Ce qui va s'en suivre est d'autant plus tragique puisque Luthen va décider de sauter la vie en se poignardant pour éviter de révéler des informations à l'Empire sous la torture. Dedra Meero, complètement paniqué, va tout faire évidemment pour le sauver et va le mettre dans un hôpital qu'elle va évidemment mobiliser et réquisitionner pour l'Empire aux dépens des autres patients. Donc là c'est aussi intéressant de voir comment est géré un hôpital dans Star Wars, bien que ça fasse évidemment très terre à terre dans son organisation. Je trouve ça sympathique de voir un petit peu plus des choses conventionnelles dans Star Wars. Là nous on a l'habitude de voir les choses grandioses qui font partie de l'histoire avec un grand H. Et c'est Kleya donc qui a récolté les informations et qui va décider de reprendre le flambeau et qui va tenter de rejoindre Luthen dans cet hôpital, non pas pour le sauver comme on pourrait le penser, mais suite aux nombreux flashbacks disséminés tout le long de l'épisode et de l'opération d'infiltration de l'hôpital, on se rend bien compte qu'avec tout le parcours de Kleya et de Luthen, ce qu'elle va faire, c'est se salir les mains et achever Luthen sur son lit d'hôpital pour qu'il puisse partir l'âme en paix avec les informations et ainsi permettre à la rébellion de subsister et de continuer le combat. Ce qui fait totalement sens avec tous les flashbacks qu'on a dans cet épisode-là, donc qui développe à la fois le personnage de Kleya qui prend encore plus d'ampleur, qui renforce davantage sa relation avec Luthen et qui offre la sortie qu'il méritait pour ce superbe personnage de cette série Andor. Et de l'autre côté, on a Dedra Meero qui, malgré tous les efforts qu'elle a fait pour récupérer Luthen et permettre à l'Empire de mater la rébellion, va se retrouver en état d'arrestation. Pire, elle va se retrouver à comparaître en garde à vue pour la divulgation de plans sur l'étoile de la mort.
chose que Krennic ne va absolument pas laisser passer et va l'interroger très violemment, tant physiquement que mentalement. Et on va se rendre compte que Dedra va, et là je vais sauter donc à la conclusion de l'épisode 12, elle va se retrouver en prison et mise dans les camps de travaux forcés que Andor aura subi dans la saison 1. Un triste sort pour ce personnage très intéressant qui est Dedra Meero. Franchement, j'ai adoré la suivre, pour au final se retrouver en prison et dans des camps de concentration de l'Empire, comme Andor dans la saison 1. Et c'est là tout le parallèle intéressant à faire avec Andor, c'est que lui, il a été arrêté de manière totalement gratuite et arbitraire. Il était en train de regarder une scène de crime, le Stormtrooper l'avait mauvaise, et il l'a envoyé à comparaître dans un tribunal qu'il a expédié en prison instantanément. Alors que Dedra Meero, elle, c'est l'inverse, elle a totalement dédié sa vie et sa carrière à la prospérité de l'Empire et à sa suprématie, donc elle était vraiment une impériale convaincue et sincère, et même elle, parce que c'est l'Empire, on est dans un régime totalitaire et autoritaire, elle se retrouve en prison dans les mêmes camps de concentration qu'Andor. Comme quoi l'Empire est à la fois extrêmement bien punitif alors que nous n'avons rien fait, autant pour les innocents que pour les plus dédiés à sa cause. Et donc l'épisode se termine sur la mort de Luthen et on embraye donc sur l'extraction de Kleya qui, avec ses informations extrêmement cruciales pour l'étoile de la mort, va essayer évidemment de les fournir à la rébellion, mais pour ça elle a besoin de quitter la planète. Elle appelle donc Andor, toujours stationné sur Yavin, en compagnie donc de l'autre rebelle qu'on verra dans Rogue One et de K2SO, le fameux droïde. Encore une fois, on voit les interactions entre eux toujours bien trouvées. Franchement, il a un petit côté ironique, cynique, mais au final très touchant, le K2SO. Et il a beau avoir 10-20 minutes de présence sur l'entièreté de la saison 2, alors qu'on nous avait quand même vendu la saison 2 sur l'apparition de K2SO, il a toujours une présence à l'écran qui fait extrêmement plaisir à voir, et ça renforce voilà, le lien qu'il entretient avec Andor, même si c'est loin d'être la chose la plus importante de la série. Et donc avec son ami et le droïde, ils vont partir en mission d'exfiltration, une mission qui va toujours monter, et c'est encore une fois un magnifique travail de graduation de la tension, puisqu'on voit les impériaux absolument tout faire pour arrêter Kleya et remettre la main sur les informations qu'elle détient. Pour remettre la main, ils les ont déjà, mais pour empêcher qu'elle les diffuse néanmoins. Et donc voilà, tout le long de l'épisode 11, donc, ça va être une montée en puissance, en tension de cette exfiltration de Kleya. Et l'épisode 12, c'est le climax de tout ceci, avec cet affrontement dans le couloir assez bref, mais terriblement prenant. Encore une fois, là on sent le côté très terre à terre, c'est juste une unité d'intervention qui doit intercepter une fugitive dans un HLM de l'espace, et on a tout le côté anxiogène, tout le côté pesant, les taux se resserrent, etc. C'est encore une fois extrêmement bien géré, et Coruscant est magnifié encore une fois. Là on est vraiment sur le côté sale, crade de Coruscant, alors que pourtant on n'est pas dans les niveaux inférieurs qu'on a pu déjà voir dans The Clone Wars par exemple. Là on est vraiment à la surface, et malgré tout on a ce côté un peu sale de la rue qui fait extrêmement du bien, parce que c'est Coruscant, quelque chose qu'on connaît déjà, mais vu d'une nouvelle manière, mise en scène d'une nouvelle manière, avec un point de vue différent, et c'est ce qui donne encore une fois un tout nouveau cachet à Coruscant. Donc à la fois on se dit ça fait plaisir parce qu'on est dans un lieu qu'on connaît et qu'on l'apprécie, mais on a ce côté un peu plus novateur, nouveauté, qui permet une nouvelle approche et de ne pas rendre la chose redondante vis-à-vis de ce qui a déjà été fait dans Star Wars. Donc encore une fois, pas grand chose à dire de cette séquence-là, c'est une séquence d'action qui se déroule extrêmement bien, fluide, même si je trouve qu'elle met un peu de temps à s'installer quand même. Encore une fois, c'est très bien fait, mais je pense qu'elle prend un peu trop de temps. Et donc on a le coup de K2SO qui est dans le couloir, massacre sans retenue les impériaux. Encore une fois, on voit la dangerosité de ce type de modèle de droïde. Et on finit donc sur Andor qui permet de sauver, enfin qui parvient à sauver Kleya, qui reviennent sur sur Yavin, pardon, avec le Conseil de la Rébellion qu'on revoit donc dans cet épisode-là, qui discute et qui débat des informations, de la pertinence des informations qu'a délivré Kleya. Et encore une fois, pas grand chose à dire ici, on est vraiment sur un assez long épilogue, un débrief complet de la vie d'Andor, en particulier celle de Luthen. Donc j'ai aimé voir Mot Mothma pleinement investi en tant que chef de la rébellion. On revoit évidemment Bay-Organa qui est présent. Ce passage sur Yavin 4, donc dans l'épisode 12, c'est un gros débrief de tous les personnages et une forme de grand épilogue. Et même si ça manque à mon sens un peu d'un climax assez fort, assez puissant, quand bien même l'exfiltration était extrêmement intense, je trouve qu'il manque encore une fois, comme un peu Gorman, un aspect ultime épreuve physique de l'étau impérial. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien à la fin de cet épisode 12, qui montre Andor prêt et déterminé à combattre au nom de la rébellion, et il traverse voilà,
la base de la rébellion sur Yavin 4, et avec voilà, d'un pas déterminé, une musique intense, et un point de vue sur tous les personnages encore vivants, qui, chacun à leur manière, a rejoint la rébellion et aident pour la cause. Donc c'est un peu le moment de faire les comptes, donc de passer à la caisse. Donc pour un bilan, Andor, le personnage, franchement, je le trouve qu'il a été sublimé tout le long de la série, il est resté constant. La seule chose que je regrette un peu, c'est l'intrigue sur sa sœur. Vous l'avez peut-être oublié, mais il avait une sœur qu'il a perdue sur sa planète d'origine quand il a été enlevé par, enfin plus ou moins enlevé, accueilli par donc sa mère adoptive. Et comme à l'épisode 1, il était censé retrouver sa sœur, le fait qu'il n'en parle plus du tout et qu'il n'en fasse plus du tout mention, je trouve ça dommage. Ça aurait été intéressant de voir un peu ce qu'il en pense pour nous expliquer pourquoi il n'est plus jamais parti à sa recherche. Bien que ça soit l'élément déclencheur, l'étincelle qui a provoqué la multitude d'événements qui l'a amené à entrer dans la rébellion, je trouve ça dommage que cet aspect-là du personnage ait disparu. C'est mon seul regret par rapport à Andor. Pour tout le reste, je trouve qu'il a fait une magnifique interprétation avec Luten, qui avec ses flashbacks, j'ai adoré la scène sur Naboo avec Luten et Kleya. Donc Luten, c'est vraiment la révélation, puisque c'est un personnage inédit de cette série. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce personnage-là. Il est tragique, il est obscur, il est déterminé. C'est le style de partisan absolument prêt à tout, presque proche du fanatisme, mais qui en reste pas moins extrêmement lucide, contrairement à Saw Gerrera, avec une fin magistrale. J'en profite pour parler de Saw Gerrera. Lui, pour le coup, il m'a énormément déçu. Alors, c'est toujours un personnage assez atypique et très intéressant à voir en action, mais je trouve que finalement, son implication dans la saison 1 et dans la saison 2, au bilan, est totalement dérisoire et indispensable. Voilà, je pensais qu'il allait avoir plus d'importance, il aurait pu faire une mission avec Cassian Andor, ça aurait été super intéressant ça. Et finalement, sous-exploitation de Saw Gerrera. Pareil pour Krennic, je trouve que Krennic, encore une fois, toutes ces scènes sont bien menées, il incarne bien le personnage, enfin le Ben Mendelsohn incarne bien le personnage, il a du charisme, il est prenant, il est charismatique, encore une fois, il a sa personnalité. Alors pas autant que Saw Gerrera, parce que ces scènes sont quand même importantes, mais je trouve qu'il a lui aussi été sous-exploité. J'aurais été bien qu'il s'implique un peu plus, quand bien même c'est normal qu'on ne l'ait vu qu'à la fin et au début, étant donné que les deux ont un rapport de près ou de loin à l'étoile de la mort. Il n'empêche que j'ai été déçu de voir qu'il n'ait pas été plus exploité que ça. Le jeune Férixien, donc Willem, j'ai retenu son nom, pareil, après le passage avec Saw Gerrera, j'avais espéré un petit peu plus d'impact. C'est lui qui initie la tentative d'assassinat de Dedra Meero, mais malheureusement, il ne fait plus rien après, la question de Dedra n'est plus mise sur la table, donc encore une fois, c'est quand même un petit axe qui a été mis à l'eau. Ensuite, on a la cousine de Mot Mothma, dont j'ai oublié le nom. Bon, ça montre bien qu'en dehors de la saison 1, elle a pas fait grand chose à part perdre sa compagne. Donc ouais, pas grand chose à dire, un petit peu transparente, ce personnage-là. Donc je l'ai pas trouvé incroyable, mais bon, c'était pas non plus le personnage qu'on nous présentait comme le plus important de la série. Mot Mothma, elle, pareil, c'était un personnage donc déjà connu qu'on avait rencontré dans Le Retour du Jedi et dans, je crois qu'on la voyait dans The Clone Wars et évidemment dans Rebels, ça c'est sûr et certain. Et bah là avec cette série, comme je l'ai dit sur son discours et les premiers épisodes sur le mariage de sa fille, incroyable personnage. Faut dire qu'elle n'a combattu à aucun moment de manière physique, violente, et pourtant elle a traversé des épreuves, elle nous a livré des discours, des dialogues absolument incroyables, et elle a magnifiquement bien porté le discours, sans mauvais jeu de mots, sur le rôle de la politique et des idées dans un régime gouvernemental. Bah là, quand je vais revoir Le Retour du Jedi et que je vais revoir Mot Mothma, là je vais dire ah ouais, ça c'est la chef de la rébellion. Donc magnifique travail de sublimage, je ne sais pas si ça se dit, de personnages. On termine par les impériaux de manière générale, donc Dedra Meero a une conclusion tragiquement ironique, mais très bonne aussi. Le directeur Partagaz également, on sait qu'il va, pour avoir échoué à l'extraction de Kleya, bah il va prendre cher tout simplement. Et encore une fois, sur les derniers épisodes, on a eu beaucoup de passages sur les impériaux, ce qui m'a extrêmement plu et ce qui m'a permis de rééquilibrer un petit peu les traitements des personnages en termes de temps de présence à l'écran. Donc oui, les impériaux, très bien terminés, comme pareil le pauvre agent du BSI infiltré, il finit tragiquement. Krennic s'en sort, mais on sait de quelle manière il va finir dans Rogue One. Donc au final, les impériaux ont ce qu'ils méritent. Donc là, je n'ai rien à dire dessus. Kleya, c'est la révélation de ce dernier trio d'épisodes. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne autant d'ampleur. Et on voit vraiment tous les personnages de l'ombre qui ont souffert pendant des années, rassembler les informations, vraiment avancer en compte-gouttes juste pour obtenir une information et permettre d'avoir l'action décisive par la suite. Et en fait, je vais finir sur un point global, donc la série se termine sur Andor qui part pour une nouvelle mission, avec ce passage où voilà, il traverse la base comme je l'ai dit, et on voit tous les personnages avec une musique encore une fois extrêmement intense. Et on voit que tous ces personnages-là, ces petits personnages de l'ombre,
ont contribué à la victoire de la rébellion dans l'épisode 6, le retour du Jedi. Ça renforce encore une fois. Là, vous voyez, je vais partir un peu loin, enfin, je vais digresser un peu, mais la postlogie a, malgré... Parce que je pense qu'ils voulaient quand même bien faire, hein, ils voulaient faire des bons films à la base, même s'ils sont révélés complètement incompétents, mais pour la postlogie, ils ont absolument détruit toute la valeur symbolique, les enjeux et la valeur scénaristique de la victoire des rebelles dans Star Wars 6. Quand la postlogie est sortie, donc fin 2019, quand elle était complète, quand on voyait la victoire de la rébellion dans l'épisode 6 contre l'empereur, Dark Vador, l'étoile de la mort et l'Empire, on s'était dit, bah au final vous n'avez pas gagné. Finalement les erreurs vont de nouveau se répéter, exactement les mêmes erreurs. Tout ce que vous avez fait n'a servi à rien, vous n'avez pas vraiment gagné, et ça a complètement desservi le poids de ce climax, de cette victoire, ce qui donc, a posteriori, dessert le film. C'est pour ça que c'est aussi important de faire un minimum bien son travail, de respecter ce qui a été fait avant, et que tu peux pas faire n'importe quoi, parce que là en l'occurrence, dans une œuvre avec une continuité, eh bien tu desserres complètement l'intrigue du film. Et bien là, avec Andor et Rogue One, c'est totalement l'inverse. Quand on voit tous les efforts et tous les personnages, tous les sacrifices qu'ils ont faits pour en arriver là, donc dans l'épisode 4, et permettre in fine la rencontre de Luke, et donc aux événements de Star Wars 6, ça renforce davantage le sentiment de victoire et la joie qui en émane. On est tellement heureux pour nos personnages, quand on voit les rebelles, l'Alliance rebelle gagner contre l'Empire, on est tellement heureux parce qu'on sait que toutes les actions qui ont été faites dans ces séries-là, toutes les souffrances qui ont été endurées, n'ont pas servi à rien. Et là, tu renforces, donc de la même manière que Mot Mothma, tu renforces le climax de ton film grâce à une œuvre de l'univers étendu. Et non seulement tu étends ton univers, tu lui apportes une nouvelle façon de voir les choses avec cette réalisation globale très terre-à-terre, dont on a déjà parlé dans les précédentes reviews, mais non seulement avec des nouveaux personnages, une nouvelle façon de voir les choses, de traiter la rébellion de manière plus terre-à-terre, plus froide et un peu plus réaliste. Et c'est exactement ce que doit faire une œuvre d'univers étendu. Être déjà une bonne série, un bon film, un bon jeu vidéo, un bon roman, un bon ce que vous voulez, apporter quelque chose de nouveau, respecter ce qui a été fait avant et développer l'univers. Donc Andor, saison 2, c'est entièrement validé, bien que ce ne soit pas dénué de défauts que je vais vous lister là. Quelques longueurs, c'est assez long à démarrer, que ce soit les 3 premiers épisodes de la saison 1 et de la saison 2. En général, ça met beaucoup de temps à build-up et je pense que ça met un peu de trop de temps. Premier élément, premier défaut. Pour cette saison 2, je trouve qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, des actes manqués et des personnages sous-exploités. Donc notamment la création de la base rebelle sur Yavin, ça c'est pour moi le plus gros reproche qu'on pourrait faire. C'était tellement la série pour raconter tout ce passage-là de la rébellion. Des personnages sous-exploités, donc comme Krennic, Saw Gerrera et le jeune Willem. Je pense qu'ils auraient mérité un petit peu plus d'emphase sur eux. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les défauts de la série. Donc des longueurs, des actes manqués et des personnages un peu sous-exploités. Mais globalement, la série nous a tellement donné à côté que je ne peux que la valider. Voilà, c'était mon avis sur les 3 derniers épisodes. Bon, j'ai un peu fait aussi le bilan de la série au global. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de l'avenir de Star Wars, puisque je pense que cette série doit servir vraiment de boussole qualitative pour l'ensemble des projets de Lucasfilm. Parce que ce qui est terrible, c'est quand on voit le temps, les moyens et l'investissement global de Lucasfilm pour un personnage absolument tertiaire. Cassian Andor, c'est un personnage secondaire d'un film spin-off. Et c'est incroyable d'avoir eu une série avec de tels moyens déployés pour ce personnage-là en particulier, alors que des grands noms de Star Wars avec un grand S et un grand W, comme Boba Fett, Obi-Wan et Ahsoka, d'un point de vue technique, réalisation et scénaristique, ça a été fait par-dessus la jambe. Vous vous rendez compte que Cassian Andor a reçu plus d'amour de la part de Lucasfilm et de Disney que Obi-Wan Kenobi, que Boba Fett. On a eu 6 épisodes de 30 minutes avec des réalisations et des fonds verts dégueulasses, des scénarios sans queue ni tête, qui créent des incohérences sur incohérences, avec des scénarios absolument inintéressants et chiants au possible. On se rend bien compte du délire. Ahsoka s'en sort un tout petit peu mieux parce qu'elle a au moins le mérite de proposer des choses un petit peu plus novatrices et c'est sur des sujets un peu plus intéressants aussi. Mais globalement, et Acolyte, Acolyte j'en parle même pas. Et en plus, Rebelle contre Empire, même si c'est avec un aspect un petit peu plus thriller espionnage, ça reste une thématique qu'on a vue et revue dans Star Wars, hein. Que ce soit déjà la trilogie originale, les romans qui y sont sortis, la série Rebels, on en a bouffé et bouffé, les comics aussi. Et pourtant, ils ont réussi à être plus innovants, plus intéressants que la majorité des séries Star Wars. Et ma théorie, même si je pense que, sincèrement,
ce n'est pas une théorie et que c'est véritablement véridique, petit pléonasme, c'est qu'en fait Andor, au-delà d'une affaire de moyens, c'est surtout une affaire de deadline, de temps. Les autres séries Star Wars ont eu très peu de temps pour se développer et se produire correctement. Pourquoi ? Parce que Disney, comme pour Marvel, veulent du contenu pour alimenter Disney+. Il faut du contenu régulier pour maintenir les gens sur Disney+, et leur dire « Ah mais attends, ne te désabonne pas tout de suite, il y a une nouvelle série Star Wars qui va sortir. Il y a une nouvelle série Marvel qui va sortir. » Sauf que même pour Disney, sortir autant de contenu avec un certain budget, bah c'est difficile. Sortir 2 à 3 séries Star Wars Marvel, eh bien tu peux pas prendre tout le temps que tu veux, tu peux pas mettre 1 an et demi, 2 ans pour sortir ta série, il faut que ça enchaîne, il faut que ça enchaîne. Par conséquent, les temps de production sont extrêmement resserrés. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu bâcles le scénario, tu utilises le volume sans réellement l'utiliser à son plein potentiel et correctement. Donc tu as des images dégueulasses, tu as des fonds verts, et tu peux pas faire de décors intéressants, tu as des figurants qui sont tout le temps au même endroit, qui sont complètement resserrés. Tout ça pour dire qu'avec Andor, ils ont pris leur temps. Et ça fait toute la différence parce que le script a pu être peaufiné, écrit de manière intelligente, les décors ont pu être construits, ils ont pu correctement gérer les budgets, enfin bref, ils ont simplement eu le temps de bien faire. Et ce niveau de série, cette qualité de série, ça ne devrait pas être l'exception dans Star Wars. Ça devrait être la norme. On parle de Star Wars, des films qui ont révolutionné le cinéma et la science-fiction à jamais. Avec un tel nom, tu ne peux pas te permettre de me sortir des putains de chiasses visuelles et scénaristiques comme Obi-Wan et Boba Fett. Ce n'est pas possible. Les 2 premières saisons de Mandalorian, ça allait. Il y avait une nouvelle direction, une nouvelle proposition, et surtout c'était totalement inédit en termes de de séries Star Wars. Donc, je pouvais à la rigueur lui pardonner ces quelques défauts. Mais là, avec Andor, ils ont pu démontrer qu'ils pouvaient faire de grandes séries, qui pouvaient vraiment marquer la télévision et la licence, la franchise Star Wars dans son ensemble. Maintenant, j'aimerais que vous proposiez ce type de qualité-là pour les autres séries Star Wars, tout simplement. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose de sombre, très terre-à-terre, c'est pas ce que je demande. Je parle en termes de qualité technique, qualité du scénario, des dialogues, avoir des personnages développés qui interagissent avec des épisodes consistants, intéressants dans lesquels il se passe des choses. Parce que dans les autres séries, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose d'intéressant à la fin, un peu au milieu et au début pour lancer l'intrigue. Le reste, c'est que du vide et au final, ce sont des films d'1 heure 30 étalés en 4-5 heures avec 6 épisodes de 30 petites minutes. Là, avec Andor, c'est 24 épisodes de 45 minutes à 1 heure dans lesquels il se passe toujours des choses. Les épisodes sont consistants, intéressants, avec des personnages tout aussi intéressants et charismatiques, de très bons enjeux, de la tension extrêmement bien gérée, du rythme. Donc c'est ça que je demande, c'est ça ce que les fans demandent. Vous pouvez absolument tutoyer les grandes séries comme Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead à son prime. Vous avez largement les moyens et surtout les sujets pour proposer des séries Star Wars qui vont rester dans les panthéons des meilleures séries. Parce que là, ils ont fait quelque chose sur l'Alliance Rebelle contre l'Empire. Thème ô combien convenu, mais bon, ô combien apprécié des fans. Maintenant, imaginez The Acolyte avec ce niveau de qualité-là. Imaginez Acolyte sur 12 épisodes de 45 minutes à 1 heure, qui nous montre vraiment les Sith traqués, enfin pas traqués, mais qui doivent se cacher de la République et des Jedi. Le côté règle des deux, où on voit l'apprentissage des Sith qui récoltent des informations, des ressources, des contacts, du matériel, etc., qui aboutiront. C'est exactement l'inverse de la rébellion qui jusqu'au bout va vaincre l'Empire. Là, c'est les Sith qui, mis bout à bout, vont vaincre la République dans la revanche des Sith. Vous pouvez vraiment faire la même structure narrative que Andor, mais du côté des Sith et des méchants. Et là, c'est même pas toute une organisation, c'est vraiment uniquement 2 personnages, ce qui rendrait la chose encore plus intéressante. D'autant que les Sith, il y a ce côté manipulation, tromperie, trahison, double mensonge, etc. Il y a moyen de faire des scènes de dialogue incroyables avec cette équipe de production-là. Et vous pouvez vraiment faire une série Règle des deux, Star Wars Story, ou Plagueis, Star Wars Story. On pourrait suivre la jeunesse de Palpatine, qui déboucherait sur l'ascension de Palpatine en tant que sénateur de Naboo, avec tout l'inverse de Maud Motma. Elle décide de quitter la République, le Sénat impérial, avec un discours de vérité, et on pourrait avoir l'inverse avec Palpatine, avec un discours totalement mensonger qui parvient à entrer dans le Sénat galactique. Enfin, il y aura des choses incroyables à faire avec ce format d'épisode. Et des idées comme ça, j'en ai plein. Vous pourriez faire quelque chose sur l'ancienne République, vous pourriez faire quelque chose sur des soldats clones, sur la guerre des clones. Vous pourriez faire ça sur, je sais pas moi, la création de l'Académie de Luke. Enfin, il y a plein de sujets intéressants qu'on pourrait faire. Ou même quelque chose sur les chasseurs de primes, sur les contrebandiers, le Soleil Noir, l'Aube écarlate, le cartel des Hutt, les Pikes, etc. Enfin, il y a plein de sujets ultra intéressants et sur lesquels vous pouvez faire des choses novatrices en oubliant des noms connus
Bref, je m'emporte un peu, et je vais terminer par ceci. Je suis pas extrêmement confiant de l'avenir de Star Wars pour la simple et bonne raison que Tony Gilroy, le showrunner de cette série, a déclaré que cette série était en termes de production, bien malheureusement, une exception. Que grâce en fait aux sous apportés de Mandalorian et à le consensus critique de la saison 1 de Andor, ça leur a permis d'avoir à la fois la garantie critique et un filet de sécurité financier pour faire cette saison 2. Et il nous a bien expliqué dans ses prises de parole que cette production-là était une exception dans la machine Disney. Ce qui me chagrine au plus haut point, mais bon, c'est comme ça, je ne fais pas les règles. Je ne fais que donner mon humble avis sur cette franchise et sur celle qui la gère, sur les personnes qui la gèrent. Donc pour la saison 2 de Ahsoka, je nourris de grands espoirs parce qu'il y a vraiment moyen de proposer des choses totalement inédites et qu'on voulait voir aussi depuis énormément de temps, avec le retour de Thrawn dans l'univers, dans la galaxie connue, Ezra, le trio divin de la Force avec le père, le fils et la fille. Donc j'ai extrêmement hâte de Ahsoka saison 2 pour les sujets qu'elle va aborder. Néanmoins, j'ai une grande peur d'un point de vue technique et qualitatif. Mais bon, on verra bien en temps voulu. En ce qui concerne les films, quand ils sortiront un premier trailer en public, on en reparlera parce que d'ici là, pour moi, c'est vraiment les films fantômes. De plus, celui sur Grogu et Mandalorian, franchement, il m'emballe pas des masses. C'est encore une fois un peu convenu, un peu tout public, un peu lisse, ça prend pas trop de risques des premiers retours qu'on a en termes de synopsis. Donc à voir. Reste plus qu'à attendre les prochaines annonces de Star Wars. J'ai extrêmement hâte de la série sur Dark Maul, série animée qui va sortir l'année prochaine. Star Wars Vision saison 3, extrêmement hâte également. En plus, on va avoir une série dédiée à l'un des épisodes anthologiques de cette série, donc Star Wars Vision. Donc là, j'ai extrêmement hâte. Là, pareil, on parle dans un autre délire, mais qui me parle. Mais globalement, la franchise, l'avenir de la franchise s'annonce sombre. Malgré tout, il y a toujours une lueur d'espoir qui peut surgir de n'importe où, comme ici avec Andor. Ne perdez pas cette lueur d'espoir. Combattez les forces du mal, donc les mauvaises productions, en exprimant vos avis et en faisant bider ce qui est mauvais. En attendant, je dis vive Star Wars, que la force soit avec vous, prenez soin de vous. Salut tout le monde.